Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Monsieur Noël Tchani, docteur Noël Tchani, qui nous vient tout droit des États-Unis d'Amérique. Il était en Afrique du Sud, invité par le gouvernement sud-africain, mais on va essayer d'en parler avec lui. Il est des passages, auteur du plan Marshall pour les Congo démocratiques du Congo, futur candidat à l'élection présidentielle. S'il y aura bien élection, il sera candidat. On dit c'est rare de voir des Africains ou des Congolais en particulier avoir un projet pour les Congo et bien écrire un projet, un plan pour son pays avant de postuler pour la candidature. Il a une vision très claire, mais on va essayer d'aborder avec lui aujourd'hui si lui, il sera en mesure, une fois élu, appliquer comme l'est fait Donald Trump. Bonjour, monsieur Nolechan. Bonjour, pasteur Bobo. Longue introduction, comment vous portez? Je me porte très bien, merci, sauf que mon pays ne se porte pas du tout bien. La situation en République démocratique du Congo devient de plus en plus préoccupante. Et comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui classés comme étant le pays le plus pauvre du monde. Nous avons connu nous connaissons une situation de sous-développement que je considère une situation très alarmante, avec 88% de la population qui vit en dessous du seuil minimum de pauvreté. Donc, on peut, sur le plan personnel, se porter très bien, mais lorsque le pays auquel on appartient se porte très mal, globalement, on ne se porte pas bien du tout en tant que Congolais. Moi, je vous ai présenté. Si on vous demandait de le faire vous-même, comment allez-vous le faire? Qui êtes-vous? Présentez-vous, M. Noël Tchani, le Congolais, on doit de le savoir. Vous êtes candidat, vous serez candidat à l'élection présidentielle. Mais qui est Noël Tchani? Comme vous l'avez dit, pasteur Bobo, je m'appelle Noël Tchani, moi d'Anvita. Je suis Congolais à 100%. Je suis banquier, économiste international et auteur aussi du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Je suis un produit purement et simplement congolais. Je suis sorti de la RDC en tant que jeune étudiant avec la bourse du gouvernement congolais qui m'avait envoyé à l'étranger pour venir étudier. D'abord ici en Belgique, j'ai étudié en France et aux États-Unis. J'ai terminé mon doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris 9 Dauphine. Et depuis ce temps, je travaille depuis 36 ans, dont 10 ans en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York, et aussi 26 ans en tant que banquier de développement à la Banque mondiale, donc à Washington. Je suis marié et ma femme, comme moi, elle est 100% congolaise. Elle est originaire donc du centre de la République. Elle est née au Katanga, elle a grandi aussi donc en Bujimaï, elle a vécu à Kinshasa. Donc c'est une femme 100% congolaise que beaucoup de Congolais donc connaissent. Donc voilà globalement qui je suis. La femme du futur président doit être 100% congolais, mais on pourra vous rétorquer. Et Donald Trump, sa femme, est 100% américaine? Oui, mais chaque pays a ses réalités. Moi, je crois que le Congo a connu tellement des histoires de trahison que nous devons être extrêmement prudents dans le choix de qui peut diriger donc notre pays. Et personnellement, je pense que nous devons nous assurer que tant au niveau du président qu'au niveau de la première dame, il doit y avoir des gens qui ont des loyautés exclusives à l'égard de la République démocratique du Congo, pas des loyautés partagées. Donc ça, c'est notre histoire à nous, congolaises, qui nous oblige donc de pouvoir tenir compte de ces éléments. Les cas américains donc, sont tout à fait différents. Et je ne voudrais pas parler donc de Donald Trump. Donc il est d'un pays qui a ses réalités. La RDC a aussi ses réalités. Et ces réalités donc, nous exigent donc d'être extrêmement prudents dans le choix de qui va nous représenter. Ces problèmes s'est posé en Afrique, au Congo 2006. Le problème a été posé, mais ils avaient fait sortir un concept qu'on appelle congolité. En Côte d'Ivoire aussi, c'était les mêmes problèmes. Il fallait être 100%, mais les autres ont su détourner. Mais au Congo, c'est un peu de nous expliquer. On a aussi des Congolais qui ne sont pas des 100% Congolais.
leur limite en politique, c'est comment expliquer que si le futur président du Congo doit être 100%, les gens se posent des questions. Ça serait un grand débat, je le pose aujourd'hui, mais ça sera un grand débat qui va revenir lors des élections présidentielles, si c'est 2017 ou 2018, mais ça sera un grand débat. Cette fois-ci, personne ne pourra échapper. Noël Tchani lance les débats. Lui-même, il est 100% congolais. Sa femme est 100% congolais. Pourquoi c'est si important pour un pays comme le Congo? Bon, je voudrais déjà être très clair que je souhaite que nous soyons inclusifs plutôt qu'exclusifs. Donc, tous ceux qui remplissent les critères pour se présenter aux élections donc, doivent pouvoir être éligibles pour ça. Donc, on ne doit pas commencer à faire la distinction entre Congolais, 100%, 20%, 50%. Nous devons respecter la Constitution. Si la Constitution donc, dit qu'il faut être congolais et répondre à un certain nombre donc, de critères pour être éligible, il faut qu'on respecte cette constitution-là. Alors maintenant, dans tout cela, il faut que les Congolais eux-mêmes apprécient chacun des candidats pour savoir exactement qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est loyal à la République démocratique du Congo en tant que pays, est-ce qu'il pourra être loyal à la République démocratique du Congo en tant que pays. Si la personne donc, est jugée comme telle, je pense qu'il doit être éligible pour remplir donc, ses fonctions donc, de chef de l'État. Non, Tchani, le Congo a tout fait pour vous, le Congo a payé les études pour vous, mais vous, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le Congo, notre pays, la République démocratique du Congo? Cette année, ça sera chaud, chaud. Vous aurez des grands débats au micro du pasteur Bobo. L'élection présidentielle, ça sera très chaud. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous, en anglais, vous dites what have you already did for DRC, for Congo? On vous suit. C'est une question très importante. Il faut qu'on sache que chacun de nous évolue parfois dans des exigences professionnelles qui peuvent faire qu'on peut se concentrer 100% pour son pays ou bien travailler pour le reste du monde. En ce qui me concerne, après avoir terminé les études, j'ai travaillé dans les banques commerciales à New York, mais j'ai passé les 26 dernières années à la Banque mondiale. C'est une institution internationale à laquelle la République démocratique du Congo appartient en tant que membre. Donc, en étant à la Banque mondiale, je travaille aussi pour la République démocratique du Congo. Mais en particulier, je souhaiterais souligner certaines choses que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Lorsque on devait préparer la réforme monétaire pour remplacer le Zaïre monnaie par la nouvelle monnaie qu'on appelle donc le franc congolais jusqu'aujourd'hui, je suis la personne qui avait co-présidé la commission de réforme de la monnaie en tant qu'expert de la Banque mondiale. J'étais allé à Kinshasa en présidant cette commission de réforme de la monnaie. J'avais personnellement rencontré le président Laurent Désiré Kabila à l'époque pour le convaincre à ne pas mettre ses photos sur les billets des banques. C'est comme ça que nous avons le franc congolais aujourd'hui, qui n'a pas l'effigie du président de la République, et je pense que c'est une tradition qui a été instaurée et qui ne va plus jamais être changée. Ça, c'est le premier élément qui, j'estime que c'est une grande réalisation donc pour un pays comme le nôtre. Mais la deuxième chose, c'est qu'à l'époque, le même président Laurent Désiré Kabila avait créé un conseil d'administration de la Banque centrale qui incluait 12 membres, parmi lesquels il y avait 7 ministres. J'avais fait un déplacement spécial à Kinshasa. Je l'avais rencontré et je l'avais convaincu que c'était une mauvaise chose d'avoir un conseil d'administration de la Banque centrale qui inclut les membres du gouvernement parce que ça enlève toute notion d'indépendance de la Banque centrale. Je l'avais convaincu à pouvoir changer ce conseil d'administration, à sortir tous les membres du gouvernement et d'ailleurs à réduire le nombre de 12 à 7 membres simplement. C'est comme ça que la Banque centrale a aujourd'hui un conseil d'administration dont le nombre a été réduit à 7, mais également qui n'inclut pas donc les membres du gouvernement, parce qu'à l'époque, ceux qui étaient membres du gouvernement, qui étaient dans le conseil d'administration, sont par exemple le ministre Pierre-Victor Mpoyo, il y avait Badimani Moulumba, il y avait Thomas Kanza, il y avait aussi le ministre Maompanga, qui était ministre des Finances, donc ils étaient au total donc 7. J'estime avoir rendu un grand service à mon pays en utilisant ma technicité, basée sur l'expérience accumulée en travaillant dans beaucoup d'autres pays pour convaincre le chef de l'État à faire ce qui était bien pour le pays. Bon, c'est dommage que la monnaie que nous avons introduite, le franc congolais, depuis 1998, a été mal gérée, la Banque centrale a été mal gérée. Il faut blâmer donc les responsables de la Banque centrale, mais également les mauvaises politiques qui ont été adoptées par le pays, qui ont fait que la monnaie aujourd'hui n'a aucune valeur. Mais en ce qui me concerne, j'estime avoir contribué positivement à mon pays
en modifiant considérablement donc, le statut de la banque pour qu'on puisse qu'on puisse injecter dans les statuts de la banque la notion d'indépendance, qu'on enlève les membres du gouvernement, du conseil d'administration, mais également, j'estime avoir contribué à la confection donc, du franc congolais, des billets de banque, en insistant que les photos du président ou l'effigie du président ne soient pas donc, sur les billets de banque. On raconte que Kabila vous a proposé être son ministre des Finances ou économie, budget. Vous refusez toujours. Est-ce que vous allez faire partie du gouvernement des transitions? Vous étiez à Genval comme tout le monde. Vous faites, je crois, partie du rassemblement, logiquement, où vous étiez invité du rassemblement. Vous serez, s'il y a transition, serez-vous disposé soit à postuler s'il y a 3 noms et s'il y a un seul nom que l'on a déjà proposé, Félix Tshisekedi, serez-vous prêt à travailler? Bon, il est vrai que j'avais pris part donc, à la conférence de Genval qui avait mis en place le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement sous la présidence donc, du président Étienne Tshisekedi qui nous a quittés malheureusement et dont nous regrettons donc la disparition et à qui nous rendons d'ailleurs un vibrant hommage. Mais je ne suis pas demandeur donc, du travail aujourd'hui. J'ai un poste, je travaille donc, actuellement donc, à la Banque mondiale à Washington. Et dans le passé, comme vous avez dit, donc, j'ai dû être appelé 1 ou 2, 3 fois d'ailleurs, successivement par la RDC pour aller travailler dans telle ou telle capacité. Et on ne s'était pas entendu sur les conditions parce que ce qui est important, c'est quoi? C'est non seulement accepter d'aller travailler donc, pour son pays, mais il faut travailler dans des conditions telles qu'on puisse réussir et faire effectivement son travail. Et lorsque moi je sens que les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse travailler effectivement pour le peuple congolais et pour le pays et pour qu'on puisse réaliser les objectifs qu'on s'assigne, j'estime à ce moment-là que ça ne vaut pas la peine de faire partie d'une équipe qui ne pourra pas donc réussir. Alors, dans les conditions actuelles, je sais que nous sommes à la recherche de pouvoir mettre en place l'accord du 31 décembre 2016, l'accord de la Saint-Sylvestre, comme on l'appelle. En tout cas, je vous assure que personne ne m'a contacté aujourd'hui pour faire partie d'un gouvernement quelconque ou bien pour diriger le gouvernement de transition. Si cela était le cas, bon, je déciderai en fonction donc des éléments, de tous les éléments. Je parlerai donc avec des gens, d'abord tous les collègues donc, du rassemblement de l'opposition pour savoir si on peut faire donc une équipe qui pourra avoir donc les chances de réussir. Mais jusqu'à ce que cela donc n'arrive, je souhaite ne pas me vouer donc à la spéculation. Quelle est votre position par rapport au débat qui a lieu aujourd'hui dans notre pays, République démocratique du Congo, Cinco et Rassemblement, majorité et Rassemblement? Le débat, je n'ai pas très bien compris la question. Qu'est-ce que Votre position par rapport au grand débat qu'il y a aujourd'hui, d'autres disent qu'avant de continuer les négociations, il faut d'abord enterrer Tshisekedi, mais ça sort de la majorité, de Rassemblement. Pour eux, il faut que les nouveaux premiers ministres puissent enterrer Etienne Tshisekedi ou recevoir le corps, mais un gouvernement issu des accords, ça sera aussi une façon d'honorer la mémoire de Tshisekedi. Beaucoup de débats, d'autres il faut un nom, d'autres disent il faut 3 noms. Le débat là, et ça bloque, rien n'avance. Je crois que vous travaillez à la Banque mondiale, vous connaissez tout ce qui est timing, calcul, tout. Donc matériellement, ça devient de plus en plus improbable d'avoir des élections 2017. Je ne sais pas si je me trompe. Oui, je crois que d'abord, moi, je suis très indigné de constater qu'on est en train de politiser la mort de quelqu'un de très important pour notre pays. Et cette personne a de la famille, a une épouse qui est restée, qui est une veuve, a des enfants qui sont restés. Et quand ils suivent ces débats-là, moi, je pense que c'est des choses qui font très mal. Je ne voudrais pas ajouter donc au débat avec des spéculations. Moi, ce que je souhaite, c'est quoi? Ce que je souhaite, c'est que et la majorité et l'opposition trouvent un compromis le plus rapidement possible pour que le corps d'Étienne Tshisekedi soit rapatrié au pays dans les meilleures conditions et qu'il soit enterré avec honneur, avec dignité. J'ai compris qu'il y a des préalables qui sont posés par la famille, qui sont posés par le rassemblement pour le rapatriement du corps, notamment
la sélection du site même où sera construit le mausolée où on pourra enterrer Étienne Tshisekedi, mais également aussi la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. En ce qui concerne donc le premier préalable de sélection donc, du site du mausolée, j'ai compris que le rassemblement ou la famille souhaiterait qu'il soit enterré devant le palais de la justice ou bien au pont Gazavubu où il avait fait donc le premier discours sur les questions de démocratisation. Moi, personnellement, je ne vois aucun inconvénient à ce que le gouvernement de la RDC puisse accéder à cette demande-là, le palais de la justice. Pourquoi? Parce que Étienne Tshisekedi était le premier docteur en droit. Pourquoi? Parce que Étienne Tshisekedi s'est battu toute sa vie pour la démocratisation et l'état de droit en République démocratique du Congo. J'estime qu'on pourrait l'honorer en accédant à cette demande-là pour qu'il soit enterré devant le palais de la justice à Kinshasa. Et d'ailleurs, cet endroit est très proche donc, du mausolée de Laurent Désiré Kabila. Moi, j'estime que pour des raisons sécuritaires, pour la protection donc, du mausolée par la suite, c'est un endroit qui ne devrait pas poser donc, beaucoup de problèmes donc, à ce sujet-là. Alors, moi, j'ai fait personnellement donc, appel au président Joseph Kabila, mais également au gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, pour qu'il puisse examiner cette demande du rassemblement très positivement pour que nous puissions aller de l'avant plutôt que nous puissions tourner en cercle et politiser la mort de quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est très embarrassant que ce corps soit conservé à Bruxelles aujourd'hui. On ne connaît pas, avec toutes les ramifications politiques et consorts, j'estime qu'il faudrait qu'on règle ce problème le plus rapidement possible et que l'enterrement puisse avoir lieu le plus rapidement et que nous puissions donc lui rendre hommage et puis passer donc au nouveau chapitre. Votre passage en Afrique du Sud, c'était quoi? Juste, j'essaie de le présenter, mais vous étiez à l'Afrique du Sud invité par le gouvernement sud-africain. C'était quoi? Juste, vous étiez orateur. C'est comment votre présence en Afrique du Sud? Oui, effectivement, j'étais en Afrique du Sud invité par les autorités sud-africaines. Il y a chaque année ce qu'on appelle le discours sur l'état de la nation. Et cette année, le président sud-africain devait prononcer un discours dont le thème principal était la transformation radicale de l'économie sud-africaine. Ils ont eu des informations qui leur indiquaient que j'ai élaboré une vision de développement de la RDC qui parle plus ou moins d'un thème similaire. Le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC, je prône la transformation radicale de l'économie congolaise et de la situation sociale du pays. Donc, ces deux thèmes qui allaient donc dans le même sens. On m'avait donc invité à ce titre-là à prendre part donc à ce discours. Donc, j'étais au Parlement et j'ai assisté donc à ce discours donc du président Zuma. Et on en a profité pour faire beaucoup de rencontres avec non seulement les autorités gouvernementales, mais également avec les membres du Parlement sud-africain, les membres du parti au pouvoir qui est donc l'ANC. Mais au-delà de ça, on a eu beaucoup de rencontres avec la communauté internationale, mais surtout avec le secteur privé sud-africain. Globalement, je crois que c'était un voyage qui était très utile, très éducatif, qui m'a permis de voir que sur le continent africain, il y a des pays qui se débrouillent très bien. Je ne dis pas que tous les problèmes sont réglés. Il y a encore des problèmes donc, de répartition équitable donc, des richesses nationales entre les populations noires et les populations blanches. C'est d'ailleurs un des sujets que le président Zuma a dû aborder donc, lors de son discours donc, sur l'état de la nation, où il estime que la population donc, noire occupe à peine moins de 10% de l'économie sud-africaine. Donc, mais il y a des mesures qui sont prises pour que progressivement on puisse évoluer dans le sens de pouvoir agrandir donc l'assiette de la richesse qui revient aussi donc à la majorité donc noire en Afrique du Sud. Et j'ai beaucoup appris donc de cette expérience-là et j'estime qu'en regardant le modèle de développement que l'Afrique du Sud donc a suivi, en regardant les infrastructures qui existent là-bas, les infrastructures dans le secteur financier, les infrastructures routières, les ports, les aéroports, en regardant tout ça, le fonctionnement du secteur privé, je me dis que si l'Afrique du Sud est si avancée et se trouve sur le continent africain, il est possible aussi que la République démocratique du Congo puisse devenir comme l'Afrique du Sud si on arrive à mettre en œuvre le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC que je propose. Vous débarquez à Bruxelles directement. On vous a vu rendre visite à Maman Marthe, l'épouse d'Étienne Tshisekedi, du fait Étienne Tshisekedi. Vous êtes avec les Félix Tshisekedi.
directement à Bruxelles. Quel message avez-vous donné à la famille? Aujourd'hui aussi, on va vous laisser le temps de donner un message à la famille. On vous suit partout à travers le monde. Ben, vous savez que Etienne Tshisekedi, c'est une icône de la politique congolaise. On dit un icône ou une icône. Donc c'est une personne emblématique donc, de la politique congolaise. Il nous a tous enseigné un certain nombre de principes. Moi, personnellement, je le connais. Chaque fois que je suis passé à Bruxelles, je l'avais rendu visite. Chaque fois que j'ai parti à Kinshasa, je lui rendais visite. J'ai discuté avec lui. Chaque fois qu'il venait aux États-Unis, j'ai passé du temps donc avec lui. J'ai beaucoup appris de lui. J'ai appris quoi? Que c'est quelqu'un qui met en avant les intérêts du pays avant ses intérêts personnels. J'ai appris aussi que Etienne Tshisekedi s'est battu toute sa vie pour l'avènement de l'état de droit, de la démocratie, mais également de la bonne gouvernance. J'ai appris aussi que Etienne Tshisekedi représentait même l'intégrité, en quelque sorte, donc, dans la gestion des ressources publiques pour le pays. Alors, toutes ces leçons que j'ai apprises, je me suis dit, après son décès, comme je ne pouvais pas être présent ici lorsque tout le monde lui rendait donc hommage, c'était important de venir m'incliner devant sa dépouille mortelle. J'ai dû passer, rencontrer donc sa famille, maman Marthe et tous les enfants, à qui je présente d'ailleurs encore une fois de plus toutes mes condoléances. J'exprime toute ma sympathie et j'espère que Dieu va les réconforter dans cette période-là qu'ils traversent, qui est une période extrêmement difficile. Mais au peuple congolais, d'une façon générale, nous avons perdu donc un monument de la politique congolaise. Je présente mes condoléances aussi donc à la nation congolaise, à l'occasion donc de la mort d'Etienne Tshisekedi, et je souhaiterais une fois de plus inviter le gouvernement, inviter l'opposition à faire le nécessaire pour que la dépouille mortelle soit rapatriée au Congo le plus rapidement possible et que toutes les questions qui fâchent aujourd'hui soient réglées pour qu'il puisse être enterré avec honneur et avec dignité. Avez-vous un message particulier à donner à la famille Tshisekedi? Bon, un message, je ne le donnerai pas donc sur les antennes de télévision. J'ai rencontré donc la famille, ils savent exactement donc ce que je leur ai dit et c'est des choses qui restent donc privées, je souhaiterais les garder de cette façon-là. On le suit partout à travers le monde. Nous sommes avec Dr Noël Tchani, que vous aimez tant. Si tout va bien, c'est lui qui sera le prochain président de la République démocratique du Congo. Vous prenez le pouvoir aujourd'hui. Allez-vous directement appliquer le plan Marshall ou ça sera comment? On vous suit. Vous savez, le plan Marshall, c'est une vision de développement qui ne peut pas être mise en œuvre en un jour, mais qui va être mise en œuvre sur une période donc de 15 ans. Il y a des actions qui sont des actions prioritaires et des actions qui vont être mises en œuvre au fur et à mesure. Par exemple, les actions prioritaires, si j'avais à être donc au pouvoir, ce serait donc le rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national, la protection de tous les Congolais, la réforme de l'armée, des services de sécurité pour que les Congolais se sentent à l'aise. Au-delà donc de ça, il y a des actions telles que s'assurer que l'administration publique fonctionne normalement, qu'on mette en œuvre, qu'on mette en place des institutions démocratiques fortes pour que le pays puisse s'appuyer sur ces institutions plutôt que s'appuyer toujours donc sur des individualités. Mais au-delà de ça, il y a des actions à long terme, la construction des infrastructures, telles que les routes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, telles que l'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo pour que nous arrivions à transformer dans le pays les ressources naturelles nombreuses que Dieu a bien voulu donc nous donner afin de créer des emplois pour tout le monde. Donc le plan Marshall, c'est l'ensemble de ces actions qui s'étalent donc dans le temps et qui doivent être mises en œuvre sur une période donc de 15 ans. Mais au-delà de ça, comme je dis, la priorité des priorités sera donc de pouvoir sécuriser les Congolais, de protéger les Congolais parce qu'aujourd'hui, chaque jour qui passe, les Congolais sont massacrés à Kananga, à Beni, Butembo, à Kinshasa. J'ai suivi la semaine dernière les événements malheureux donc à ma campagne avec la chasse qui est organisée par les forces de l'ordre contre, il s'appelle comment? Nemanda Semi. Voilà. Voilà, donc toutes ces choses-là, ça ne nous honore pas en tant que pays. Nous devons faire en sorte que nous puissions sécuriser tout le pays, sécuriser tous les Congolais pour que nous puissions vaguer à nos opérations, pour que chacun donc travaille, prenne en charge donc sa famille et que tout le monde donc se sente libre donc à vivre en République démocratique du Congo. Vous êtes président, comment allez-vous gérer le dossier Nemanda Semi? C'est comme une épine dans les pieds du gouvernement Kabila. Je considère qu'aucun Congolais ne doit être considéré comme étant une épine sous le pied du président de la République.
Si nous arrivons à mettre en place des institutions démocratiques fortes, un pouvoir légitime, je pense que des cas tels que celui que nous connaissons aujourd'hui ne devraient pas donc exister. Et quand ça existe, parce que dans une société où il y a 80 millions de Congolais, on aura toujours donc des problèmes qui pourront surgir par-ci, par-là. Moi, en tant que chef de l'État, je n'utiliserai jamais les forces de l'ordre pour aller tirer sur les Congolais. Je trouverai donc des moyens pour qu'il y ait la paix, pour que des problèmes soient réglés de façon civilisée, pour que le sang des Congolais ne continue pas donc à couler. Au Congo, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est vraiment casse-tête. On ne sait pas vous, quelle est votre dernière fois que vous étiez au Congo, mais c'est vraiment une casse-tête, on dit casse-tête. Vous prenez le pouvoir, comment allez-vous régler cette situation? À Kinshasa, on a plus ou moins 10 millions de personnes, 10 millions d'habitants, mais pour avoir de l'eau, on dit casse-tête. Or, le pays, le Congo, a beaucoup de cours d'eau. Vraiment beaucoup, même trop de cours d'eau. Vous savez, le manque d'infrastructures de base aujourd'hui constitue un obstacle au développement de la République démocratique du Congo. Ce n'est un secret pour personne que moins de 10% de la population congolaise a accès à l'eau potable et à l'électricité. Moins de 10%, ils ont accès aux services de télécommunications. Ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, que sur un pays de 2 342 000 km², à peine 20 000 km constituent donc des routes pavées. Donc nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas donc de ports ou d'aéroports donc modernes. Si on arrive donc au pouvoir, j'estime que la mise en œuvre du plan Marshall que je propose donc pour la République démocratique du Congo aura pour mission justement de pouvoir améliorer l'environnement en bâtissant ces infrastructures donc de base pour que la population congolaise donc vive dans de bonnes conditions. Vous avez mentionné donc le manque d'eau. Vous savez, le Congo a 53% des réserves d'eau d'Afrique, 15% des réserves d'eau du monde. Nous avons beaucoup d'eau. Mais il est question de pouvoir construire donc des infrastructures donc de base pour canaliser cette eau, la purifier et la mettre à la disposition donc de tous les citoyens donc congolais. Ce sera la priorité des priorités, donc l'amélioration du niveau de vie de la population, la mise en place d'infrastructures de base pour que le peuple congolais puisse vivre donc à l'aise, à l'instar donc d'autres peuples du monde entier. Est-ce que le docteur Noël Tchani est trop diplômé ou hyper diplômé? C'est trop de diplômes pour diriger le Congo. Parce qu'en Afrique, les Occidentaux, les lobbies, choisissent souvent des nuls pour diriger notre pays. Kabila n'a pas fait l'université, même il n'y a pas de traces, même un diplôme de secondaire, il n'y a pas de traces. Il dirige le pays. C'est pareil dans beaucoup de pays africains. Pays africains, est-ce que vous, trop diplômé pour diriger le Congo? Oui, c'est une question intéressante. Vous savez que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le Congo a été dirigé par 4 chefs d'État. Aucun d'eux n'a été à l'université. Nous devons nous poser la question en tant que Congolais, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Sur le plan du développement, je vous ai dit aujourd'hui que le Congo est considéré comme étant le pays le moins développé de la planète, le pays le plus pauvre du monde. C'est la conséquence donc de cette qualité de gestion du pays que nous avons connue depuis 1960 et d'ailleurs dont les dirigeants nous ont été souvent imposés ou maintenus au pouvoir avec le soutien de l'Occident. Aujourd'hui, en tant que pays, je pense que les Congolais doivent se poser la question, est-ce que nous devons répéter les mêmes erreurs? Nous connaissons les résultats donc, de gestion des pays par des gens qui n'ont pas tellement étudié. Je pense qu'il est temps que nous puissions tenter une formule différente. Ce que vous appelez trop de diplômes, non, ce n'est pas trop de diplômes. C'est juste une éducation suffisante pour pouvoir analyser et comprendre certains enjeux. Regardez donc des pays occidentaux qui les dirigent. Aujourd'hui, en Belgique, regardez donc Didier Reynders était en droit, moi j'étais en économie, pratiquement donc au même moment. Il dirige, il travaille donc dans ce pays au niveau le plus élevé. Regardez ceux qui ont dirigé les États-Unis. Barack Obama, il est docteur en droit, sorti donc d'une grande université comme Harvard. Aujourd'hui, même Donald Trump, que les gens considèrent comme n'étant pas tellement éduqué, c'est quelqu'un qui a étudié. Il est sorti de l'université donc, de Pennsylvania avec un diplôme de bachelor en marketing. Donc aujourd'hui, en moyenne en France, par exemple, ceux qui occupent des fonctions officielles au niveau de la présidence de la République, au niveau des ministres, on a fait une étude qui montre qu'au minimum, ces personnes-là ont terminé le bac plus au moins 6 à 7 années, c'est-à-dire au niveau donc, du 3e cycle. Donc, j'estime que la République démocratique du Congo doit pouvoir s'élever aussi aux standards internationaux pour être compétitif, pour que ses dirigeants puissent lui donner la meilleure performance possible.
Donc, je ne considère pas que je suis trop diplômé pour diriger le pays. Je considère que je suis suffisamment éduqué pour donner à la République démocratique du Congo donc, le genre de gouvernance moderne dont le pays donc, a besoin pour que nous puissions changer les choses, ne pas répéter les mêmes erreurs que dans le passé. Pour battre campagne au Congo, il ne faut pas moins de 10 millions de dollars parce que le Congo, c'est 2 345 km². Ce n'est pas facile, c'est 70 millions de personnes au Congo. Il n'y a pas, comme ici en Europe, vous pouvez directement suivre les micros de Pasteur Obo, les suivre partout où vous êtes. Au Congo, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas. Il faut atteindre toutes ces personnes-là, la campagne, le financement pour la campagne. Minimum, êtes-vous conscient, même, minimum 10 millions en face de vous, vous aurez des candidats que je ne peux pas citer, qu'on connaît aussi, qui se disent déjà milliardaires. Ça sera comment? Vous savez, moi, je suis très content de ne pas me dire milliardaire aujourd'hui. Et je vais vous dire la raison pour laquelle je ne suis pas milliardaire aujourd'hui. C'est que je n'ai jamais volé un seul centime des caisses de l'État. Et je suis très fier de ça. Et je veux que mes compatriotes donc, soient conscients de ça. C'est lui qui a volé, il continuera donc à vous voler. Moi, je n'ai jamais volé, je ne viendrai pas voler le peuple congolais. Mais nous allons, avec la crédibilité que nous avons bâtie, en travaillant de façon honnête, intègre, en tissant des relations avec le secteur privé, mais également avec les compatriotes, mais également avec la communauté internationale, nous serons à mesure de mobiliser les ressources nécessaires pour mener la campagne de façon effective. Et chaque fois que je mènerai la campagne, je dirais à mes compatriotes, retenez une chose, je n'ai jamais été corrompu, je n'ai jamais volé un seul centime de la République et je veux que le Congo retrouve la dignité, retrouve la bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance, vous l'aurez avec moi parce que je symbolise cela. J'ai toujours travaillé dans des institutions donc sobres. Je n'ai jamais volé et je n'ai jamais détourné un seul fonds public. Donc faites-moi confiance, ne faites pas confiance à ceux qui vous ont volé dans le passé et qui vous ont mis donc la situation donc de pauvreté, de mendicité que nous connaissons aujourd'hui. Donc rassurez-vous, nous allons mobiliser des ressources suffisantes pour faire la campagne effectivement et pour faire passer nos messages à tous les 80 millions de Congolais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent donc en République démocratique du Congo. Pour terminer, à un moment donné, on vous présentait comme étant le dauphin de Etienne Tshisekedi ou à Molumba. Aujourd'hui, il n'est plus là. Tout le monde se présente comme étant des dauphins. Est-ce qu'il y a un dauphin qui pour remplacer Etienne Tshisekedi? C'est la question que je vous pose. C'est comment il sera remplacé comment? Et si c'était Noël Tchani? On termine ici. Oui, moi, je voudrais encore une fois de plus ne pas politiser la disparition de quelqu'un, la mort du président Etienne Tshisekedi. Je souhaite qu'il puisse donc retrouver la paix dans l'au-delà et qu'il soit enterré donc dignement. Maintenant, en ce qui concerne donc la succession, moi je pense que Etienne Tshisekedi avait un certain nombre de principes qu'il défendait. Il s'est battu toute sa vie pour l'avènement de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'est les principes que moi j'épouse, c'est les principes que moi je défends. Quand vous lisez le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la République démocratique du Congo, c'est ça les valeurs que je suis en train donc de défendre. Moi je pense que le dauphin, c'est celui qui défend les valeurs que Etienne Tshisekedi a toujours défendues. Ce n'est pas celui qui va se désigner lui-même en disant je suis le dauphin de tel institut. Je ne suis pas donc de cette nature-là. Je vous dis simplement que les valeurs qu'il a défendues et pour lesquelles il est mort, c'est les mêmes valeurs que je défends. Donc ceux qui s'identifient avec Etienne Tshisekedi, ils devraient regarder sérieusement ce que je défends à travers le plan Marshall que je défends. Si ils estiment que nous défendons donc les mêmes valeurs, qu'ils viennent donc nous soutenir pour que nous puissions arriver donc au pouvoir afin de mettre en œuvre cette vision de développement et réaliser en quelque sorte donc le rêve d'Etienne Tshisekedi de faire du Congo un pays stable, prospère et équitable qui crée des opportunités pour tous les Congolais. Je voudrais aussi souligner donc une chose. Vous savez, le Congo a besoin d'un changement profond pour transformer fondamentalement le destin de nos compatriotes. Nous sommes aujourd'hui le pays le plus pauvre et le moins développé de la planète. Si nous voulons changer ces choses-là, on ne les change pas au hasard. Il faut une vision, un plan de développement. C'est ce que je propose. Mais on ne va pas réussir ce changement radical du pays, la transformation radicale de notre pays, en remplaçant simplement Joseph Kabila par l'un ou l'autre de ses actuels ou anciens collaborateurs qui doivent d'ailleurs assumer avec lui la responsabilité de leur gestion commune.
Je souhaiterais que le véritable changement vienne avec de nouveaux leaders et à une autre vision de développement, des gens qui n'ont jamais été trempés dans la corruption, dans la mauvaise gouvernance, et des gens qui viennent avec des nouvelles idées, des gens qui sont éduqués, instruits, qui sont intègres, qui symbolisent donc cette bonne gestion-là. Alors, si nous arrivons à regarder objectivement donc l'arsenal politique actuellement en présence de nous, vous allez trouver qu'il y a très peu de gens qui remplissent ces critères. Et Noël Tchani, c'est peut-être l'une des rares personnes qui pourrait faire cette différence. Et j'invite tous mes compatriotes à regarder sérieusement le plan Marshall que je présente et qui constitue une vision de développement donc digne de considération. Merci. Nous rappelons que Noël Tchani travaille à la Banque mondiale. Vous êtes prêt à laisser votre job et bon boulot, aller au Congo, battre campagne pour la présidentielle. On termine ici au cas où. On termine ici. Un petit mot de la fin au cas où. Oui, je suis prêt à pouvoir aller me mettre au service de la population congolaise parce que cette population a besoin de héros. Cette population a besoin donc des gens qui ont vu les choses, comment ça se passe ailleurs. Moi, personnellement, j'ai eu le privilège de travailler dans des institutions plus sobres que le système de l'administration publique congolaise où il y a beaucoup de corruption. J'ai travaillé, comme je vous ai dit, pendant 10 ans dans les banques commerciales et d'investissement à New York. J'ai travaillé pendant 26 ans à la Banque mondiale à Washington. J'ai travaillé dans des systèmes où la corruption n'est pas du tout tolérée. J'ai travaillé donc dans des institutions où j'ai appris des méthodes de travail différentes, des méthodes de gestion moderne des pays. J'ai aidé certains pays à se développer. Je vous invite à aller voir les îles du Cap-Vert. C'est un pays où le PIB par habitant est passé en l'espace de 20 ans de $170 à pratiquement $4 500. Le Cap-Vert est entré dans le groupe de pays à revenus intermédiaires en sortant du groupe de pays à revenus faibles, grâce en partie aux efforts que moi j'ai menés pour aider ce gouvernement-là. Je vous invite à aller voir donc le pays comme le Sénégal, le Botswana, certains pays asiatiques comme le Bhoutan, le Népal, ainsi de suite. Ces pays ont fait des progrès énormes, en partie grâce aux efforts que moi j'ai dû mener en travaillant avec leur gouvernement, en leur montrant ce qu'il fallait donc faire. Je pense que si j'ai pu le faire pour des pays étrangers, je pourrais même faire mieux pour la République démocratique du Congo, qui m'a tout donné, qui m'a fait naître, qui m'a vu naître donc, sur le sol congolais et qui m'a d'ailleurs formé en me donnant la bourse pour que j'aille étudier donc, à l'étranger. Donc, je vous invite à pouvoir regarder sérieusement ce que je présente, ce que je propose pour la réforme donc, de mon pays, pour la transformation radicale de la vie économique et sociale. Et si on nous donne donc l'opportunité de travailler pour ce peuple meurtri aujourd'hui, pour ce peuple qui est aujourd'hui donc appauvri, je vous assure qu'en l'espace donc entre 10 et 15 ans, nous allons fondamentalement changer la République et créer de bonnes conditions pour tout le monde. Je suis convaincu que nous allons réussir. Vous savez pourquoi? Parce que dans ma vision, l'impossible n'est pas congolais. Merci, c'était votre mot de la fin. L'impossible n'est pas congolais. Nous rappelons que Noël Tchani, 100% congolais, sa femme, 100% congolais. L'impossible n'est pas congolais. Merci beaucoup. Bon retour aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. À très bientôt.